Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. L'homme que nous recevons aujourd'hui est d'abord à l'origine un scientifique émérite, docteur en sciences vétérinaires et auteur de travaux sur la biologie des rétrovirus. Il est algérien, a étudié en France, mais est retourné dans son pays aux alentours des années 1990, précisément à une époque où la raison eut commandé de faire le chemin inverse. C'est alors qu'il s'engage en politique. Bien que désigné en 1994 membre du Conseil national de transition, à 2 reprises, Soufiane Djilali se verra refuser les autorisations nécessaires à la création de mouvements politiques qu'il souhaitait fonder. Aujourd'hui, il dirige Jil Jadid, qu'on pourrait traduire par Nouvelle Génération, un mouvement algérien qui lutte pour l'établissement d'un état de droit dans le pays. Mais vous me direz, quel homme politique sensé n'aurait pas les mêmes objectifs? À M. Djilali de nous dire dans quelques minutes en quoi il diffère de ses nombreux collègues de l'opposition algérienne. M. Djilali, merci d'être avec nous. Avant qu'on en vienne à cette question, je voudrais revenir sur des événements tout à fait récents et avoir votre point de vue sur leur signification. On a vu qu'une télévision, El Watan TV, avait été fermée parce qu'elle avait accueilli un terroriste ou présenté comme tel. Quand on vous lit par ailleurs, qu'on vous écoute, on se dit l'Algérie est définitivement un État antidémocratique et policier. Est-ce que c'est bien là le fond de votre pensée ? Définitivement non. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes quand même sur le terrain et que nous luttons, nous menons ce combat. Oui, il y a eu un grave problème, c'est qu'un homme qui était à la tête de l'AIS, l'armée islamique du salut, dans les années 90, qui avait commis énormément d'actions terroristes, cet homme-là, après la réconciliation nationale, s'est retrouvé assez subitement en bon terme avec le pouvoir. Il a fait campagne pour le président actuel en 2004, également en 2009, puis en 2014. Cet homme-là a expliqué directement qu'il avait dû tuer, en termes clairs, de jeunes appelés. Mais voilà qu'il est bombardé personnalité nationale et qu'il est reçu par le directeur de cabinet de la présidence, en l'occurrence M. Ouyahia. Puis, dans un entretien très récemment, dans une petite chaîne privée, il s'exprime, il apostrophe le chef de l'État. Oui. Et bizarrement, ce n'est pas lui qui est remis en cause, mais c'est la chaîne qui est fermée. Et lui, il continue à parler tout à fait librement. D'où l'explication qu'on avait déjà dénoncée, cette connivence entre le pouvoir actuel et certains hommes, disons... qui sentent le soufre. Et quand on veut, comme dit le proverbe, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc on tue la télévision. Voilà. Dans le même ordre d'idées, ce qui s'est passé avec le général Médiane dit Toufik, qui a été limogé, l'archipatron des renseignements algériens, qu'est-ce que ça signifie je veux dire d'un point de vue clanique. Le président Bouteflika appartient à quel clan finalement ? Eh bien, il appartient au système bouteflikien, c'est lui-même qui en est un peu le parrain. On a assisté ces derniers mois, pour ne pas dire ces 2 dernières années au moins, puisque la problématique s'est posée avant le 4e mandat, on a assisté à une forme de contradiction interne au pouvoir. Et la restructuration de certaines institutions, parmi lesquelles les institutions sécuritaires, rentre dans cette reconfiguration générale à l'intérieur du pouvoir. Mais cela ne concerne pas immédiatement et directement la société civile, ni les vrais enjeux qui sont en fait la fin d'un système qui ne peut plus rien donner au pays. Et vous voulez dire qu'à cause de ces contradictions, justement, ce système est arrivé à bout de souffle ? Non, c'est parce qu'il est arrivé à bout de souffle qu'il y a ces contradictions qui apparaissent. Le système a duré trop longtemps et puis petit à petit, vous savez, comme il y a une forte entropie, tout dégénère, il y a une très forte prédation, une corruption généralisée et même institutionnalisée. On a vu des proches, des plus proches du cœur du pouvoir impliqués dans des scandales financiers immenses. Tout cela a fait qu'il y a une forme de désagrégation du pouvoir de l'État, de son autorité. Et alors, on passe de l'autorité d'un État à de l'autoritarisme pur pour justement compenser cette faiblesse. Donc, le pouvoir fait sortir les biceps. Il ferme une chaîne de télévision parce qu'elle fait parler un monsieur qui lui-même n'est pas inquiété, mais en même temps, elle met en prison des généraux. Elle s'attaque maintenant à
un homme d'affaires qui est très connu, qui investit aussi en France. Il y a donc une forme d'hystérisation du pouvoir, cela pour montrer un peu les biceps et pour dire aux gens, attention, si vous bougez, si vous réclamez quoi que ce soit, on sévira d'une main de fer. Alors, est-ce que la société civile, compte tenu du constat que vous dressez, d'abord, est-ce qu'elle dresse le même constat et est-ce qu'elle appelle de ses voeux l'opposition? Alors je sais que l'opposition est multiforme en Algérie, mais est-ce que vous sentez en ce moment un mouvement de la part de la société civile qui soit en faveur d'un balayage de ce système à bout de souffle? Alors si vous entendez par société civile une organisation, une élite... bien dans sa peau, ce n'est pas le cas. La société civile algérienne a été déstructurée, frappée par le système, par l'argent, par la corruption. Mais il y a une véritable prise de conscience dans les profondeurs de la société. Les Algériens savent maintenant très, très clairement que ce pouvoir n'est pas la solution pour eux et qu'il va les mener vers des difficultés extrêmes. Le prix du baril du pétrole est tombé de moitié depuis une année à peu près. Les difficultés s'amoncellent. Or, le système algérien tenait par un système de clientélisme, de distribution de la rente et d'une distribution non productive. Il n'y a pas de production de richesse. Qu'est-ce qu'il faut faire justement là, très près, parce que c'est urgent? C'est extrêmement urgent. Il faut commencer par donner une vraie légitimité au pouvoir. M. Bouteflika, quels que soient les soutiens qu'il a eus à l'intérieur du système, mais aussi à l'extérieur du pays, certains pouvoirs ont considéré que le régime algérien était un gage de stabilité pour la région, voilà. Surtout dans cette ébullition dans la région. Donc on l'a conforté, ce régime. Donc ce régime a été conforté, mais je pense que c'était un mauvais calcul, parce qu'il aurait fallu plutôt l'aider à s'en aller que de l'aider à rester. Ce système, tant qu'il perdure, il met en situation de danger le pays. Donc aujourd'hui... Pardonnez-moi, il fallait un printemps algérien, comme on a dit? Pas le même printemps, en tout cas, qui ne répond pas aux mêmes normes qu'en Égypte, en Libye, surtout pas, ou en Syrie. Mais en peut-être Tunisie? Un peu comme Tunisie, peut-être, très probablement. D'autant plus que l'Algérie avait connu, en octobre 88, une première grave secousse pour le régime, qui a permis certaines brèches, d'où une certaine présence politique, un peu d'opposition. Mais tout cela a été mis sous contrôle et beaucoup d'argent du pétrole a fait taire beaucoup de voix. Mais depuis 2 ans au moins, vous avez dû suivre en bon observateur comment l'opposition qui était plurielle, des oppositions dispersées, contradictoires, qui s'affrontaient très souvent sur des questions idéologiques, a su dépasser tout cela. On a décloisonné les courants politiques, on a fait parler ensemble des laïcs, des démocrates, des nationalistes, des islamistes, autour d'objectifs très clairs. C'est ce que doit signifier un état de droit, ce que doivent signifier des règles du jeu politique applicables à tous. Mais alors, par exemple, sur un état de droit, vous dites on arrive à unifier, à faire parler ensemble des parcelles disparates de l'opposition. Sur ce qui concerne un état de droit, comment pouvez-vous vous entendre quand vous êtes laïque avec un islamiste sur le statut de la femme, par exemple? Moi, j'invite ceux qui suivent l'Algérie à lire, par exemple, le document qui a été produit par l'opposition lors de sa rencontre à Zeralda en juin 2014, le 10 juin exactement. C'est un document très important, non pas qu'il apporte des solutions ultimes, mais qu'il met au clair certains concepts. Alors, le document s'appelle un document pour la transition, les libertés et la transition démocratique. Donc, le mot liberté est très important, où on reconnaît la liberté entière et indivisible, le rôle de la femme, la place entière de la femme, la protection de toutes les parties de la population algérienne, sans aucune exclusive, et seul le recours au suffrage universel, le recours à la souveraineté populaire qui doit trancher les différents politiques qui s'opposent. Je voudrais en venir à une dernière question, mais qui forcément s'impose ici, c'est le rapport à la France. On sait qu'il est tumultueux, qu'il est parfois psychologiquement même difficile. Dans l'impossible, entre guillemets, réconciliation, est-ce qu'il y a un grave retard de la part de la France, ou bien est-ce que c'est un ciment qui est utilisé par le pouvoir algérien pour colmater des brèches dans l'unité nationale quand on sent qu'il y a un peu de tangage?
Il y a un peu de tout à cela, mais voyez-vous, en 2015, normalement, de part et d'autre de la Méditerranée, les générations se sont renouvelées. Les Algériens en particulier ont fait énormément de progrès, même si cela n'apparaît pas ainsi. Mais il y a de nouvelles générations qui portent des valeurs nouvelles parce que justement, les dernières décennies, on a vécu une ouverture extraordinaire sur le plan médiatique, la parabole d'abord, mais ensuite Internet maintenant qui est un outil extrêmement puissant. Tout cela fait que les Algériens ont beaucoup évolué dans leur perception de la vision du monde, le rôle de l'Algérie, la place de la femme dans la société, ce qui peut être fait. Alors que la classe politique algérienne qui est au pouvoir, elle, est complètement obsolète, elle est périmée, elle est dépassée, elle est recroquevillée sur elle-même, probablement paranoïaque, etc. Donc la France, qui est voisin par nature de l'Algérie, nous sommes de part et d'autre de la Méditerranée, ni l'Algérie ne peut déplacer la France, ni la France ne déplacera l'Algérie. Il y a des liens extrêmement puissants, profonds, anciens, même s'ils sont parfois ambigus, même s'ils sont parfois un peu difficiles à gérer. Mais je crois qu'on doit travailler pour l'avenir et s'entraider pour être gagnant-gagnant et non pas essayer de profiter un peu de la faiblesse d'un régime qui est aux abois, mais qui avait tellement d'argent à offrir. Donc je crois que la raison veut qu'il faut préparer et construire une amitié des peuples et non plus des relations entre simplement des régimes qui ont des besoins spécifiques et temporaires. Merci infiniment, Monsieur Djilali, d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24. Vous savez que c'est en français, en anglais, en arabe, en permanence, jour et nuit. Merci infiniment de votre attention et à très bientôt.